Bien, bonjour à tous. Merci donc d'assister à cet échange qui s'annonce tout à fait passionnant. Nous avons le grand plaisir d'accueillir donc David Fontkinos, romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur. Il vient de publier numéro 2 chez Gallimard. Comment l'inspiration vient à David Fontkinos. On va aussi bien évidemment parler de son dernier livre avec Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point. Christophe. Mais oui, on est très heureux. Bienvenue David. Merci beaucoup. Ça fait quoi, 25 ans qu'on se connaît ? On se connaît, on est vraiment la même génération, la même année. Tu as toujours été beaucoup plus beau que moi et beaucoup plus intelligent. Mais voilà, je suis ravi de te retrouver ici. Je répondrai plus tard à ça. Il faut que je trouve un truc. Parce que le problème avec David, c'est que c'est... bon, vous avez vu, dramaturge, romancier. Moi, je l'ai connu comme romancier, dramaturge, scénariste, réalisateur. Donc, il a vraiment un sens du dialogue que je n'ai pas. On est très heureux, en fait, de t'avoir pour clôturer cette première journée. Donc, Neuroplanète Cerveau, parce que je vais enfin pouvoir te poser... sérieusement des questions, parce que si je te les avais posées, tu t'aurais encore plaisanté, lancé des vannes. Là, il va falloir que tu répondes vraiment. Avec plaisir. Voilà. Et donc, je voudrais rappeler, David Fontkinos, vous connaissez, il y a à la fois une fibre très ironique, très mordante, avec le potentiel érotique de ma femme. Hein, déjà, rien que le titre, tout ou presque a été dit. Inversion de l'idiotie, le premier roman. Mais aussi, par exemple, dans le cinéma, Les Fantasmes, un film à sketch sur le couple, le désir, co-réalisé, co-écrit avec ton frère. Oui, hein, on est un duo, tous les deux, on a fait 3 films. Le premier, c'était La Délicatesse, l'adaptation de mon roman. Ouais. Et puis après, il y a eu Jalouse, et le dernier, effectivement, Les Fantasmes. Voilà, qui est très drôle, surtout le dernier sketch avec Jean-Paul Avec Karine Viard et Jean-Paul Rouve, ouais, c'est vrai. Et puis, David, c'est aussi un romancier, aussi, j'allais dire, sérieux. Je rappelle, quand même, prix Renaudot, prix Goncourt des lycéens. On lui doit notamment Charlotte, très très beau livre, grave, sur un destin brisé. Comme on espère, il ne s'en brisera plus dans l'Europe d'aujourd'hui, qui nous inquiète à nouveau. Mais je voudrais dire un mot avec toi, David. En fait, j'ai opté pour le tutoiement parce que ça me fait bizarre de te vous voyer. Numéro 2, pitch absolument génial. Ce qu'on pourrait appeler syndrome Poulidor aussi. On adore en France les Poulidors, c'est-à-dire ceux qui gagnent jamais. On est avec un gamin, on est au tout début du XXe siècle, un gamin qui s'appelle Martin Hill, qui vit à Londres. C'est un gosse absolument normal. Il y a des choses qui le rendent heureux, il y a des choses qui le rendent triste. Mais son destin bascule le jour où l'équipe chargée du casting de la toute première adaptation cinématographique de Harry Potter le repère. Alors c'est absolument génial. Il passe toutes les étapes du casting, tout se passe bien. Mais quand arrive la ligne d'arrivée, eh bien, il se retrouve en compagnie de Daniel Radcliffe, dont on sait que ce sera lui qui est choisi pour avoir le rôle. Et ça a changé la vie de Daniel Radcliffe et ça a changé aussi, malheureusement, la vie de Martin Hill. Pitch dément, c'est venu comment ? Alors voilà, c'est le thème, d'où vient l'inspiration. Tu vois le sens. C'est exact, c'est vrai que quand on est romancier, forcément, surtout moi, j'ai écrit des livres très différents les uns des autres. Tu le disais, j'ai alterné des livres plus graves, des livres plus légers. Et c'est vrai que j'essaye tout le temps de me renouveler, d'aller vers autre chose. Quitte parfois, certains lecteurs me disent j'ai préféré ce livre plutôt que le dernier. Et c'est tout à fait normal. Mais j'essaye de me réinventer en permanence. Et donc, on est à l'affût. Ici, tout à l'heure, tu parlais de Charlotte. C'est quand je suis allé dans une exposition et j'ai découvert les tableaux de Charlotte Salomon que je ne connaissais pas. Et ça a été pour moi un coup de foudre absolu. Une évidence de devoir écrire sur elle. Et quelqu'un qui m'a fasciné pendant des années. Quand j'écris Le Mystère en réplique, parce que je tombe sur cette histoire de bibliothèque des livres refusés, je me dis c'est une histoire incroyable. Il y a donc un endroit où tous les dépressifs de la littérature peuvent aller mettre leur manuscrit. Et là, pendant quelques mois, je n'écrivais pas, j'attendais l'arrivée de ce prochain sujet. Et alors, je ne suis pas du tout un spécialiste d'Harry Potter. Je connaissais même très peu.
j'avais vu vaguement les films avec mon fils. Et il y a 2 ans, pile au début du confinement, ils ont repassé les films sur TF1. Et moi, j'aime bien aller sur les pages Allociné, Wikipédia, voir les secrets de tournage, les coulisses, qui était le chef opérateur, les acteurs, voilà, plein d'informations. Et je tombe sur cette interview de la directrice de casting. Incroyable. Je t'interromps. Premier secret de David Fuenquinos, Wikipédia. Oui, voilà. Ouais, bon, bah d'accord, bon, bah, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas de. Voilà. Bon, bah on arrête l'entretien. Voilà. Non, donc mais. tu dis. D'abord, c'est une arme extraordinaire de pouvoir. Moi, à chaque fois que je vais lire un livre, je vais voir des interviews sur Internet. Enfin, c'est normal. On peut enrichir tout ce qu'on vit en permanence. Et c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude, à chaque fois que je vais voir un film, de regarder toute la filmo, voilà, le parcours, les biographies des acteurs, des réalisateurs. Et là, bon, je tombe sur cette interview. Et elle raconte, il faut imaginer qu'à l'époque, le livre était en train de devenir un phénomène mondial. La Warner avait acheté les droits. On imaginait déjà une saga, faire 7 ou 8 films, faire quelque chose de démentiel, une énorme machine, un film à 100 millions de dollars. Mais évidemment, il fallait trouver le cœur du réacteur. Et elle raconte que voilà, ils ont auditionné des centaines de jeunes acteurs anglais pendant des semaines et des semaines. Voilà, ils ont vu tout le monde et à la fin, il en restait plus que 2. Donc déjà, elle raconte ça et elle raconte qu'ils ont hésité entre les deux pendant plusieurs semaines. Et c'est vrai que donc il existe le Martin Hill. Ça, c'est une vraie histoire. Ah ouais. Et donc, à la fin, ils ont choisi évidemment Daniel Radcliffe. Et elle rajoute, on a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Donc là, j'ai pas besoin de chercher l'inspiration. Je pense immédiatement à l'autre. Je sais pas vous. Peut-être que j'ai aussi, moi, cette structure qui fait que quand je regarde Miss France, je pense tout de suite à celle qui perd au moment du verdict. Je suis peut-être propulsé vers le numéro 2 c'est parce que t'es instinctivement. français, c'est ça. Les Français, on adore les numéros 2 toujours parce que c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup Oui. plus romanesque. Le mec, il n'y arrive jamais. Ah bah, Les t'as Américains, raison. ils prendraient le premier. Il y a plein d'exemples. Moi, celui qui me venait, c'était celui de Jacques Chirac. Jacques Chirac, oui, c'est pas le premier qui deviendrait, mais quand on y pense, Jacques Chirac, il fait deux campagnes présidentielles, voilà, et au moment où on est en 95, il est lâché par tout le monde, les guignols le montrent avec des couteaux dans le dos, il n'y a plus personne autour de lui, et il devient incroyablement populaire et aimé. Il y a quelque chose, voilà, on a une tendresse aussi pour les gens délaissés, trahis, perdus, numéro 2, et on a ça. Tu veux que je le mette devant moi Et donc c'est vrai que moi j'ai été... Évidemment, j'ai été saisi par le destin de ce jeune garçon. Je me dis, il y a donc un garçon, voilà, plus sérieusement, de 10 ans qui a vécu ça. Brisé. Totalement. Ouais. Pendant des semaines, il a espéré, rêvé, pensé qu'il allait devenir peut-être une star du cinéma. Tout le monde l'a conforté là-dedans et à la fin, on lui a dit, bah, c'est pas toi. Et puis avec la particularité incroyable, qui est une excitation romanesque, c'est de se dire qu'on rate tous des choses. Mais lui, il a le film permanent de la vie qu'il aurait pu avoir, puisqu'il voit bien ce que c'est d'être le héros qui incarne Harry Potter depuis 20 ans. Et donc, ça ajoute de la tragédie à la tragédie. Mais après, mon livre s'échappe évidemment totalement du sujet Harry Potter et raconte justement la reconstruction d'un échec. Tu vois, par exemple, moi, je me suis dit, quand j'ai reçu le livre, alors, tu dis tout le monde aurait pu, mais en fait, tout le monde n'a pas eu cette idée. De fait, l'info était connue de tous, de toutes et de tous. Et pourtant, tu tombes là-dessus et on se dit, mais c'est absolument génial. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est vrai quand on ouvre le livre. Ah non. On se dit, il a peut-être inventé ça, etc. Mais donc, tu as quand même... Comment tu expliquerais ça ? C'est-à-dire le fait d'être... Est-ce que tu es attentif à des choses auxquelles les gens ne sont pas attentifs ? Tout à l'heure, je blaguais sur Wikipédia, qui est d'ailleurs, c'est vrai, un instrument assez génial, parce que ça ouvre des portes. Et en fait, c'est à l'infini. Donc, c'est un outil formidable. Mais c'est que le romancier que tu es... tilt, repère, il y a quelque chose qui se met justement dans le cerveau à teinter, à retentir. Complètement. C'est exactement ça. Moi, de toute façon, quand on est un romancier, on est un aspirateur à curiosité, on regarde partout, on prend des notes, on cherche, on interroge les gens, on interroge les vies, on est heureux. Voilà, pour moi, c'est quand je me déplace, c'est un échange. C'est-à-dire que je suis peut-être heureux de pouvoir présenter mes livres, mais c'est une occasion aussi de me nourrir, d'écouter les autres, de rencontrer les gens, les lecteurs. On est de toute façon en permanence. Comme ça, comme un chasseur d'idées d'une certaine manière, et puis après on retourne dans sa tanière avec ce qu'on a pu puiser. Moi, je sais qu'à ce moment-là, je pense que j'étais exactement dans cette énergie d'éveil, où je cherchais une idée qui pourrait effectivement m'exciter et s'emparer de moi. Par contre, après, ce qui moi me surprend toujours par rapport à l'inspiration,
c'est qu'on peut avoir le sentiment que c'est souvent hasardeux. Et quelque chose, à un moment donné, on rencontre un sujet, on rencontre quelqu'un qui va nous inspirer, qui va éveiller chez nous quelque chose, et on va se rendre compte qu'on est en fait guidé d'une manière inconsciente vers des sujets qui nous parlent. Parce que moi, quand je lis cette citation, je me dis, tiens, bon, Harry Potter, c'est pas du tout mon univers, je suis pas vraiment dans la fantasy. Je commence à m'intéresser et je trouve ça absolument fascinant, l'histoire de J.K. Rowling que je raconte dans mon livre. Cette femme qui était totalement désespérée, qui vivait dans la précarité la plus totale, femme battue, voilà, seule avec sa fille, enfin vraiment... On sort d'un film de Ken Loach, quoi. Et puis, elle va devenir l'auteur la plus lue au monde. Donc, d'entrée, je sens qu'il y a des choses intéressantes. Mais cette histoire de numéro 2, je ne me rends pas compte au départ que si elle éveille quelque chose chez moi, c'est elle reproduit exactement tout ce que je raconte dans tous mes livres. Donc, y compris quand j'ai le sentiment d'aller très très loin de mon univers, de voyager de moi-même, d'être dans une forme d'adultère de mon propre environnement romanesque, j'ai l'impression que quand même l'inspiration me pousse toujours vers les mêmes obsessions. En l'occurrence, là, vivre une épreuve, pardon Christophe, et la réinvention de soi. Ça, c'est pour toi le fil qui tisse le lien entre tous tes livres. Merci beaucoup. Oui, alors, mais je sais pas, toi, tu as aussi écrit beaucoup de livres. Ce qu'on se rend compte, moi, je me suis rendu compte très tardivement, alors que je n'arrêtais pas de dire que mes livres étaient très différents les uns des autres, mais finalement, ils racontent tous des vies marquées par des épreuves, par des fêlures, par des complexités, par des deuils, par des ruptures et des moments de vie où on doit aller puiser au fond de nous-mêmes une forme de réinvention de soi pour pouvoir continuer à vivre. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je l'ai vécu beaucoup, ça, avec La Délicatesse, qui est un livre qui a changé ma vie. Moi, pendant des années, mes livres étaient assez confidentiels. J'étais un auteur, voilà, j'étais très heureux d'ailleurs de ça. Ça se passait très très bien, mais je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais pouvoir rencontrer le public de cette façon-là. Et à l'époque, j'ai reçu beaucoup de lettres. C'était une histoire d'amour entre une veuve et un Suédois dépressif. Et j'ai reçu beaucoup de lettres à ce moment-là de femmes qui me disaient: mais comment vous avez pu écrire ça, vous approcher de ce sentiment du deuil? Et je me suis rendu compte que j'y avais retranscrit mon expérience personnelle de la maladie, puisque à l'âge de 16 ans, j'ai été très gravement malade, j'ai été opéré du cœur, j'ai connu la mort et j'ai été propulsé vers une seconde vie, une vie comme tous les gens qui ont été gravement malades, une vie animée par la beauté, par la culture, par le rapport sensible et sensuel aux choses. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que même si mon inspiration partait dans tous les sens, dans plein d'univers différents, cela trahissait toujours la même obsession, le même thème. Et donc finalement, j'ai l'impression qu'il faut se méfier du sentiment que son inspiration peut être riche. Peut être quoi? Riche, oui. J'ai l'impression il y a une tonalité étrangement monocorde dans l'inspiration. Et est-ce que ça te fait peur, ça, l'idée justement qu'au fond, même quand tu veux écrire, pas que toi, mais souvent, c'est vrai que on le dit souvent des écrivains, mais y compris, enfin, on disait à Jean d'Ormesson, mais vous écrivez toujours le même livre. Oui. Il disait, bah oui, mais on le disait de plein de gens aussi, et notamment les plus... Voilà, et les grands auteurs, Modiano et tant d'autres. Modiano, par exemple, exactement. Bien sûr. Non, mais moi, j'étais une arnaque parfaite, en fait. Ouais. J'avais le sentiment vraiment de me réinventer en permanence. Mais en fait, je suis une arnaque totale, parce que numéro 2, c'est exactement... j'ai changé d'univers, mais finalement, c'est très proche de d'autres livres que j'ai pu écrire, puisque c'est le long cheminement de quelqu'un pour pouvoir se reconstruire. Ouais. Et donc, il va tout tenter d'ailleurs, et c'est un périple assez amusant de tout faire pour échapper à cette fêlure initiale. Oui, et ça nous montre, moi je pense souvent à la phrase de Churchill quand je vous lis, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Oui. Pas mal quand même, hein. Churchill. Pourquoi tu penses à moi? Oui, c'est vrai que parfois on m'a demandé, non, mais pas toi. On m'a demandé parfois, mais c'est vrai que numéro 2, où est la part aussi, parce que c'est un livre aussi sur les numéros 2, sur ce qu'on rate, sur le fait que parfois il y a une vertu aussi à l'échec et qu'on peut évidemment parfois il faut même rater les choses pour pouvoir les réussir par la suite. Mais évidemment, moi j'ai été nourri par des années d'expérience de lose.
Christophe a été témoin, mais j'ai fait parfois avant la délicatesse, j'ai fait des salons du livre où tout le monde me demandait où étaient les toilettes. Donc on a connu ça. Écoute, toi, t'as pas connu ça, mais moi, on me donnait connu. l'argent des livres. Je signais à côté de Christine de Viejoncourt. Ah bah On voilà. me donnait l'argent des livres. Ah bah, t'as été numéro 2. Voilà. Au moins, j'avais l'argent des livres. Non, je le rendais après. Mais c'est pas mal ça. Oui, les gens faisaient des chèques devant nous. Voilà. Quoi. Mais j'ai raconté parfois une rencontre littéraire dans une Fnac en plus à côté de chez moi. J'arrive et il y avait qu'une seule femme présente dans la salle. Donc déjà, c'était ta mère. On est au bout. C'était ma mère. Non, c'est pire que ça. Déjà, on est au bout du rouleau. Mais en même temps, moi, peut-être parce que j'étais gravement malade, je sais pas, je vois toujours le bon côté des choses. Je me dis, quitte à rater, autant le rater avec flamboyance. Mais une personne, attends, laisse-moi terminer, c'était pas ma mère. Cette femme me dit, mais en fait, je ne sais pas du tout qui vous êtes. J'ai juste oublié mes clés et je traîne dans la Fnac en attendant que mon mari rentre à la maison. Donc, je sais pas si tu as connu ça, mais quand tu as connu ça, t'es... Mais bon, c'était beau, il y avait une poésie. Il y avait une poésie de l'échec. Hein. Est-ce qu'elle a acheté ton livre quand même? Mais en fait, je ne crois pas. Je ne crois pas. Même pas un peu de pitié. Tu t'es rattrapé depuis. Hein. Mais après, plus tard, chez Françoise Rossineau, que tu connais bien, c'est une femme qui s'occupe du salon du livre de Nancy. Elle avait fait une grande rencontre au moment où la délicatesse était sortie, à l'Opéra de Nancy. Et j'avais fait une rencontre devant 1200 personnes. Et juste avant de commencer, j'ai dit, je voudrais dédier cette soirée à cette femme que je connais pas et qui était venue par hasard. Et elle s'est levée, elle était là. Ben non, j'aimerais bien la retrouver. Voilà. Quoi. Voilà. Bah, l'appel est lancé. Hein. Là, on peut... mais je crois qu'elle savait pas qui j'étais, donc elle se souvient pas de moi. Ouais. Mais bon, voilà, on a connu depuis, ça. Depuis, si, elle a dit, mais c'était lui. C'était lui. Enfin. Mais je veux dire, c'est vrai qu'on a... Moi, depuis que le livre est sorti, c'est vrai qu'on a tous... Enfin, je sais pas, ça fait écho à tellement d'histoires. D'abord, on parle des fratries aussi, d'être numéro 2 dans les familles, au fait, à tout ce qu'on a pu rater par certains moments, les choix. On s'interroge aussi beaucoup, ce livre, les choix qu'on fait dans la vie. Et si j'avais emprunté ce chemin, est-ce que les choses n'auraient pas été différentes, etc. Mais c'est vrai que on s'échappe d'Harry Potter et les gens me parlent beaucoup de leur parcours de vie sur ça. J'ai fait, vous connaissez par exemple évidemment l'émission C'est à vous, par exemple. Et Anne-Elisabeth Lemoine, elle est venue me parler après, elle m'a dit, mais j'ai tellement été numéro 2. Et on oublie ça. On oublie, comment dire, à quel point elle était chroniqueuse, maintenant parce qu'elle est tellement exceptionnelle en animatrice principale de l'émission, mais on oublie à quel point ça a été difficile. Elle me dit, moi, on n'arrêtait pas de me dire, t'es une très bonne chroniqueuse, t'es une très bonne numéro 2. Maintenant, Christophe Onodibo, qui est numéro 2 du Point, c'est en fait, il y a un livre sur toi. Tu sais, il n'y a pas de numéro. Est-ce que quand tu t'embarques justement dans ce... Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu te dis, tiens, je tiens un livre en dehors du destin qu'on pourrait dire tragique de Martin Hill, que tu tiens aussi un livre sur ce qu'on appelle le fameux, je ne sais pas si j'aime le mot d'ailleurs, mais rebond. On dit toujours rebondir après un échec. Il y a un côté ballon de basket, le rebond ne suffit pas. Ouais. Il vaut mieux qu'il aille dans le panier directement. Mais est-ce que c'est ça qui t'intéresse? Parce que tu dis, tous mes livres au fond reviennent à cet événement tu viens de le dire, hein, j'ai presque connu ma mort, ou j'ai connu ma mort, oui. Et tu es vivant maintenant, à cet événement fondateur au fond. Ce qui serait une assez belle idée, que chaque écrivain a peut-être un élément fondateur. Ça, j'y crois, bien sûr. Bien sûr, j'y crois. Et finalement, parfois, on écrit des livres aussi pour... Enfin, c'est intéressant ce thème, parce que c'est vrai que l'inspiration, c'est aussi la recherche de soi-même, d'une certaine manière. On a l'impression que l'inspiration, c'est quelque chose qui va venir vers nous, qui va nous influencer, qui va nous permettre de produire quelque chose, qui va entrer en nous. On a l'impression que c'est un mouvement extérieur. Et j'ai le sentiment que nous, on a beaucoup à apprendre de l'inspiration, comme si finalement c'était aussi une rencontre entre notre cerveau et ce qui peut nous inspirer. Et c'est une rencontre à mi-chemin. Et moi, je trouve assez forcément passionnant de... Alors oui, on pourrait dire rebond, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée d'aller chercher les ressources, comment dire, par la création, par la beauté, peu importe comment, pour pouvoir aller trouver une forme
je vais pas dire de bien-être parce que c'est pas du tout un livre de développement personnel et c'est pas mon truc, mais en tout cas d'apaisement avec les souffrances ou avec les fêlures. Moi, si j'étais autant obsédé pendant des années par Charlotte Salomon, et d'ailleurs je suis toujours ému d'être là parce que c'est associé à Nice évidemment. J'avais présenté ici même le livre et puis après il y avait la grande exposition au musée Masséna qui reste le moment le plus important de ma vie littéraire, c'est certain, mais L'exposition sur Charlotte, vie, hein. Ouais. oui, Ouais. c'est une peintre qui me fascinait pendant des années, qui a été arrachée à sa vie ici et déportée, et c'est vrai qu'avec l'aide du maire, voilà, on avait pu faire cette très grande exposition après la sortie du livre. Ça, voilà, quand l'inspiration se transforme en quelque chose de concret, c'était d'une beauté émotionnelle incroyable. Mais elle, justement, toute sa vie, c'était puisque son œuvre s'appelle Vie au théâtre, c'était transformer l'horreur qu'elle vivait, l'horreur intime, avec une famille marquée par les suicides, par la névrose, par la folie, et puis évidemment ajouter à ça le contexte tragique de la Seconde Guerre mondiale, et transformer tout ça, aller chercher au plus profond d'elle-même la beauté pour en faire une œuvre éclatante de vie, d'intelligence, de culture, de beauté. Et donc je crois beaucoup dans la vertu de la création et de l'art, ça c'est certain. Comme une sorte quoi, de thérapie, réparation, oui. de thérapie. Ouais. Ouais. Et est-ce que toi tu as peur De réparation, oui, tu as raison. réparation, C'est oui, beaucoup le oui, sujet de mes réparation. livres, ça, effectivement. Non mais tu parlais de l'inspiration, c'est vrai que si on essaie de la définir, c'est un mot, en tout cas, les Grecs, l'inspiration c'était ce qu'on appelle l'enthousiasme chez nous, c'était le mot qui signifiait l'inspiration. Oui. Et ça veut dire quoi étymologiquement? Ça veut dire que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quelque chose qui part, qu'on doit accueillir, c'est quand les dieux viennent en toi. Enthousiasme. Voilà, d'accord. Le mot enthousiasme. Et c'est comme ça qu'ils expliquaient l'inspiration. Est-ce que c'est mon côté grec alors? C'est ton côté grec. J'ai compris Fuenkinos, exactement, bien sûr. Exactement. Ton côté niçois, parce que tu vois, c'est la ville de la bien victoire sûr, ici. Bien sûr. Voilà. Mais est-ce que tu penses pas que c'est pas un cliché finalement est-ce que l'inspiration existe ou est-ce qu'elle n'existe pas et c'est au fond aussi que du travail? C'est une question intéressante parce que j'ai le sentiment tout à l'heure quand j'ai parlé de la page Wikipédia ou quand j'ai découvert la bibliothèque de livres refusés, j'ai l'impression que c'est une forme de travail parce que je disais que j'étais en quête d'inspiration. Elle m'est rarement tombée dessus comme une météorite ou quelque chose comme ça. J'ai souvent été, il faut se mettre en condition. J'ai rarement eu été foudroyé par une évidence ou peut-être pour la délicatesse. Un livre d'imagination, finalement, c'est un livre qui a changé ma vie, qui a été numéro 1 des ventes pendant 1 an et demi. Et tu sais pourquoi aujourd'hui? Et alors, on me l'a beaucoup posé ça. Ouais, c'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi. Ce sujet-là, Je ne sais pas. Peut-être parce que j'y avais transposé, c'est ce que je disais tout à l'heure, des choses très personnelles dans cette histoire. Mais l'imagination, c'est un peu le vilain petit canard de l'inspiration. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient. Pour moi, c'est aussi improbable que les rêves, d'une certaine manière. Et donc, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai eu cette histoire d'une femme qui perdait son mari et puis qui rencontrait un Suédois dépressif. Mais tu sais pas. Non, je ne sais pas. Tu n'arrives pas à faire l'analyse de cette... D'ailleurs, après, le livre a eu un tel succès, il y avait un journaliste qui avait écrit ce livre marche parce qu'il a toutes les recettes du succès. Je dis, si j'avais eu les recettes du succès, je l'aurais peut-être fait avant. Je ne sais pas je savais pas que ça existait. Il y avait quelque chose d'improbable, y compris dans ce que les gens ont ressenti avec ce livre-là. Mais à ce moment-là, je me sentais vraiment en ébullition permanente. J'avais beaucoup d'idées. Tu pourrais le définir un peu, comme c'est aussi un forum sur le cerveau. Oui, c'est vrai. Ébullition permanente. Tout à l'heure, il y avait Guillaume Néry, l'apnéiste. Oui. Donc son cerveau a été mesuré, peut-être mesuré le tien. Et en fait, il y a des zones du cerveau qui s'allument, qui sont différentes, suivant qu'il est en état d'apnée ou pas. Et notamment, ce sont les mêmes zones du cerveau qui s'allument quand il est en apnée que les zones du cerveau qui s'allument chez Mathieu Ricard quand il est en méditation. C'est intéressant tout ça. C'est hyper intéressant. Voilà. Il faudrait que j'analyse les zones du cerveau, de mon cerveau qui s'allument. Voilà. Peut-être que je vais trouver une vieille ampoule. En fait, moi, c'est assez étonnant parce que j'ai toujours le sentiment que peut-être quand on est en méditation, ou on est en apnée, on est dans
dans la conscience de l'acte qu'on est en train de produire et qu'on est en train de faire. J'ai le sentiment que l'écriture se produit d'une très 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 grande partie d'une manière souterraine, d'une manière, je ne vais pas dire inconsciente. Moi, j'ai le sentiment très souvent d'écrire mes livres quand je ne les écris pas. La délicatesse, c'est un livre, j'ai le sentiment, si on parlait de ce livre-là, qu'il était là d'entrée. C'est le livre que j'ai écrit le plus rapidement, en 2 mois. J'avais l'impression d'être une sorte de... Enfin, que tout était là. De réceptacle, c'est ça, quand ouais, tu disais, presque. Alors ça peut paraître, on a l'impression de... Ça fait un peu mystique, mais j'avais le sentiment que mon travail s'était fait malgré moi. Et je crois beaucoup dans cette force de... Comment dire, d'introspection finalement de l'écriture. Tu réfléchissais pas, c'est ça en fait, ça venait non. Quand tu dis... Ouais. Non. Quand tu dis il était là, qu'est-ce que tu entends pour les gens que le livre était là? Ça veut dire quoi? Souvent, quand on est écrivain, on peut à la fois se sentir animé par le travail et en même temps par l'imposture. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment, je ne sais pas pourquoi j'ai de l'imagination. C'est pas comme un acte sportif ou même de méditation. Il y a quelque chose, bien sûr qu'on travaille énormément, mais il y a quelque chose d'improbable. Moi, j'ai le sentiment comme ça parfois que certaines idées, certains livres naissent d'une manière totalement hasardeuse dans mon esprit. Et d'ailleurs, c'est génial parce que ça fait de votre vie entière un alibi extraordinaire. Moi, je peux rester toute la journée au lit et je peux dire que je travaille. Donc finalement, écrivain, c'est vraiment un alibi incroyable. Est-ce que parfois, pareil dans les autres clichés qui sont souvent convoqués quand on parle de l'écriture, bon, il y a beaucoup d'écrivains qui disent, c'est un peu ce que tu dis là, mais je pense que c'est vrai, que les livres s'écrivent aussi. Je suis d'accord, ça fait bizarre de le dire, mais tout seul. Oui. Mais est-ce que c'est pas parce que dans ces moments-là, on a l'impression qu'ils s'écrivent tout seuls parce que on est extrêmement, comme en apnée, tellement concentré qu'on est inconscient sur ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de dire vraiment... Non, c'est vrai, non, mais bien sûr, parce que moi, en même temps, on dit tout seul d'un côté, et en même temps, moi, je suis un bourreau de travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire des romans. Moi, j'ai aucun problème avec l'idée qu'on aime ou qu'on n'aime pas mon travail, mais je travaille beaucoup, j'essaie de produire des choses différentes, j'essaie d'avoir une langue. Quand on lit un de mes livres, j'ai envie qu'on ait le sentiment qu'on est dans un de mes livres et pas avec un autre auteur. Et donc, c'est énormément de travail. Et moi, ça m'obsède, ça me passionne, et j'adore pouvoir passer des mois à réécrire, à travailler la langue. Et je pense que aussi, on a besoin aussi de périodes où je ne l'ai pas assez fait, moi, de jachère, de période d'arrêt de travail pour pouvoir finalement renouveler l'inspiration, la qualité de son esprit, de son cerveau. Et j'ai le sentiment, moi, à un moment donné, que j'ai peut-être trop enchaîné de choses. Et c'est assez marrant parce que là, je vois le mot inspiration, ça me rappelle une attitude, à quelque chose à laquelle j'ai pensé il y a quelques semaines, puisque j'ai enchaîné des films, des livres, des pièces de théâtre. Là, j'ai une pièce de théâtre en tournée en ce moment avec Cadmerade, enfin beaucoup de choses. Et à la fin de l'écriture de ce livre, je me suis dit, il y a 6 mois, surtout maintenant, tu arrêtes. Tu arrêtes, tu fais une pause. Donc, surtout, tu ne dois pas avoir d'inspiration. Pas d'idée, quoi. Ben non. Et comment tu fais alors? C'est dur tu refuses l'inspiration. C'est un sujet, ça c'est un bon sujet de roman. Alors, tu vois, regarde, tu as tout de suite compris le truc. Je me suis dit, tiens, c'est l'histoire de quelqu'un qui ne veut pas avoir d'inspiration. Et rien que ça, c'est déjà... J'étais en train de me dire... Alors, c'était l'histoire d'un mec qui prend des cafés qu'avec des gens pas intéressants. Surtout, ne me racontez rien d'intéressant. Je ne veux pas d'inspiration. Ne me racontez rien. Et surtout pas tomber amoureux non plus. Mais parce que surtout pas à tomber amoureux, voilà, c'est parce pareil. que sinon quand on se dit ah oui non c'est fini là j'arrête là machin, et c'est quand on veut pas que les choses se passent. C'est génial, ça, donc tu vas le faire. Alors c'est le prochain projet. Non. Non, mais malheureusement j'ai rencontré une femme, une journaliste en Belgique, et elle n'a pas pu s'empêcher de me dire une anecdote intéressante. Et donc je sais pas, ça a allumé quelque chose en moi. Et donc malheureusement, je vais peut-être écrire un nouveau livre. Voilà. Je suis désolé, voilà, je voulais vous dire ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire avoir peur de la page blanche ? Je l'ai jamais vécu, moi. Je l'ai jamais vécu avoir peur de la page blanche. Après, j'ai plus eu peur de la médiocrité. C'est-à-dire que quand on est beaucoup lu, on est jugé, on est exposé, on est critiqué, on est jalousé. C'est difficile parfois. Ça peut parasiter forcément l'intimité qu'on a avec son texte. On peut être anxieux de ça. Donc j'ai été plus traversé par ça.
par comment dire, oui, ce combat que j'avais avec moi-même tout le temps pour essayer d'être à la hauteur de ce que je voulais faire. Et donc, j'avais des idées, mais est-ce que ces idées étaient bonnes ? De toute façon, tous les écrivains, parfois, ont le sentiment d'avoir quelque chose d'intéressant, quelques bonnes phrases, et puis le lendemain, ils relient ça et ils trouvent ça absolument pathétique. C'est une montagne russe permanente de l'excitation. Mais c'est plus ça, moi, qui a animé parfois l'inquiétude de mon travail. Je me souviens, quand on a fait le film La Délicatesse avec mon frère, c'est anecdotique, mais on a la chance incroyable de convaincre Audrey Tautou. C'est inimaginable. À l'époque, voilà, elle fait qu'un film par an, elle a dit oui. Le livre était inconnu encore à ce moment-là. Elle a dit oui, le film s'est monté tout de suite, vendu dans 40 pays, mais elle dit avec qui je vais jouer. Et là, finalement, on pense à François Damiens. Et je me dis, il est un peu fou, François Damiens, les caméras cachées, mais on le rencontre, et il arrive un peu en retard, tout timide. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est mon personnage. C'est Marcus, c'est incroyable. Sauf que c'est l'histoire d'un Suédois. Et là, il me dit, pas de problème. Je peux prendre l'accent. Je peux ne pas parler avec l'accent belge. Et là, sur le tournage, j'ai pas du tout un Suédois, mais j'ai vraiment un Belge. Et là, je me dis, mais c'est plus ça mon angoisse. Je me dis, mais ça va être ridicule, quoi. Je me dis, mais tout le monde va se foutre de ma gueule. On va faire un film avec un Suédois qui a l'accent belge. Donc, ça va être un nanar atomique. Donc, c'est plus ça. Mais alors, finalement, je vais vous dire un peu comment on a fait. C'est pas l'accent belge que tu vises en soi. C'est le. Mais non, mais il est suédois. Voilà. Tout le film, il raconte qu'il est suédois. Et s'il parle avec. Alors, c'est plus ces moments comme ça de me dire, les gens vont trouver ça ridicule. Ça, tu l'as dans l'écriture. Ça, oui, mais alors non. Par contre, ce qu'on a fait. Bon, parce qu'il était là, il se promenait avec Audrey Tautou sur le pont, c'était magique, c'était notre premier film, La Tour Eiffel, Audrey Tautou, François Damiens, et il lui disait, vous savez, cette situation avec vous, c'est épuisant. Et je dis, mais non, François, c'est pas possible. C'est épuisant. Vous savez, cette situation avec vous, c'est épuisant. Donc je lui dis là, c'est vraiment, je me dis, ça y est, on est foutu, ça va être vraiment la risée, quoi. Et alors qu'il est phénoménal, le film est sur Netflix, ouais. Il est magique dans ce film. Et alors, avec mon frère, on s'est dit, on va tous changer tous les dialogues. Et si un jour vous voyez le film, vous verrez, il dit, vous savez, cette situation avec vous, c'est fatigant. On lui a changé tous les belgicismes. Ah oui. Et bon, c'est un génie absolu. Mais voilà, pour moi, par contre, pardon, j'ai fait une longue digression, mais je sens que mon angoisse, elle est plus là. Elle n'est pas dans le manque d'inspiration, elle est dans le, on est quand même, c'est pas quelque chose qu'on fait pour nous. C'est quelque chose qui est un échange quand même. Quand tu écris des livres, voilà, même si tu es dans ton monde, tu sais que tu vas être lu, tu vas, voilà, et que. Enfin, on espère être lu. Bah oui, mais maintenant, oui, on l'est. Mais est-ce que parfois parce que on a parlé, il y a ton volet aussi dramaturge, scénariste, réalisateur. Est-ce que c'est la même forme d'inspiration au fond? Ce qu'on a compris aussi ici, et c'est que très vite, en fait, d'une petite situation qui peut-être ne marquerait pas les gens, il y a la possibilité, il y a un potentiel érotique de la fiction, presque immédiatement. Voilà, tu te dis, je fais une pause. Il y a plein de gens dans la vie qui se disent, il faut vraiment que je fasse une pause, je suis trop fatigué, j'ai fait un burn-out. Toi, tu dis, je fais une pause, et tu vas dans la situation d'après. C'est-à-dire qu'en fait, tu pousses un peu. C'est-à-dire, un mec qui fait une pause, mais pour faire vraiment une pause, il va falloir que rien ne soit intéressant, parce que son métier est de tout trouver intéressant. Et du coup, ça devient un sujet. En même temps, ce métier, c'est de trouver des choses intéressantes. Mais là, en ce moment, j'en ai pas tant que ça. Hein. T'en as un déjà, il y a un livre déjà là, ça y est. Ouais, finalement, donnez-moi des idées si vous avez des choses. Mais oui, bien sûr. Mais alors, ta question initiale, c'était de savoir si, est-ce que c'est pareil, l'inspiration était différente sur le roman. Alors, pas du tout pour moi. Ouais. C'est-à-dire que, d'abord, le roman, c'est le terrain vraiment de la grande profondeur psychologique. On peut aller au plus profond des choses, de la complexité, avoir le temps d'écrire, y compris des scènes qui sont pas, qui ne sont pas forcément utiles pour la performance narrative, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est le temps aussi parfois de l'à peu près, de la parenthèse, de l'incertain. Le cinéma a une nécessité narrative obligatoire. Chaque scène doit raconter quelque chose. On peut perdre un peu son temps de temps en temps, et que le personnage... a un temps de lenteur. Moi, j'ai un souci du lecteur, et j'ai envie que le lecteur prenne du plaisir et suive l'histoire, mais je crois qu'on a vraiment cette possibilité-là d'aller faire des pas de côté ou des réflexions. Cinéma, on est quand même sur une autoroute.
Mais après, il y a des sujets. Pour moi, quand on fait notre deuxième film Jalouse, qui a un sujet un peu tabou, c'est la jalousie entre une mère et une fille, qui aurait pu être entre un père et un fils, évidemment, ou c'est la jalousie parent-enfant. C'est moins fort. Ça serait totalement pareil, sauf que je me dis ça tout de suite, bien sûr, je pourrais écrire cette histoire, mais c'est tellement cinématographique, surtout quand on a la chance de pouvoir avoir Karine Viard. C'est vrai que la Karine Viard, je lui mets à côté d'elle une fille alors qu'elle est désespérée, déprimée à 50 ans, un moment dans sa vie compliqué. Elle a une fille sublime à côté d'elle, c'est extrêmement visuel. Et elle a envie de buter sa fille. Il y a quelque chose qui est immédiat en fait parfois avec l'image et raconter, voilà. Et en plus, Karine, c'est un génie. C'est-à-dire que Karine, elle peut faire des horreurs dans n'importe quel film, tout le monde l'adore quand même. Et donc il y a quelque chose d'assez excitant. Mais voilà, il y a des d'ailleurs, idées. dans Fantasme. Oui, dans Les Fantasmes, elle fait. C'était d'ailleurs le début. Le Fantasme, Elle est institutrice. C'est un film à sketch. D'ailleurs, c'est assez. Peut-être qu'on a. Je pense qu'on a raté un peu le film. C'est difficile. Ah non, pourquoi tu dis ça ? Non, mais il est inégal parce qu'on s'est embarqué dans un film à sketch et forcément les gens préfèrent certaines histoires que d'autres, certaines sont plus réussies que d'autres. Et moi, je pense que j'étais pas fait pour écrire sur des 15 minutes. J'ai été assez frustré narrativement. Mais bon, voilà, il y a plein de trucs. On peut rater des choses aussi, hein. Mais c'est vrai que le point de départ, en plus de ce film-là, c'était de faire un film avec Karine Viard et Jean-Paul Rouve, qui n'avaient jamais joué ensemble, et on voulait faire une sorte de biopic de Jackie et Michel. Ouais. Donc là, me demande pas où est venue mon inspiration. Oui, c'est ça l'inspiration. Ouais. Mais finalement, voilà, c'est pas. Enfin, tu dis ça, tu peux peut-être expliquer. Non, mais finalement, comme si tout le monde si connaissait. un jour vous voyez le film, il va passer bientôt sur Canal et tout ça. C'est vrai que ce sketch-là est le plus réussi, je pense, parce que il est, comment dire, c'est un couple qui, enfin bon, bref, je vous raconte pas, qui se filme et ça dérape. Ouais, ça dérape. Voilà, ça dérape. Enfin, Et peut-être qu'on aurait dû faire, voilà. Après, c'était magique de pouvoir tourner avec Denis Podalides, Monica Bellucci, tous ces acteurs incroyables. Et ça, Les Fantasmes, par exemple, parce que là, c'est intéressant. Tu parlais du numéro 2 dans une famille, ce sont des films que tu fais avec ton frère. Oui. Donc avec ton numéro 1 chronologique, en fait. Oui, je suis le numéro 2. Voilà, t'es le numéro 2. Même si mon frère a souvent dit qu'après mon opération, j'avais peut-être, je ne sais pas, acquis une forme de maturité ou de regard différent sur les choses, et qu'il dit toujours que je suis devenu l'aîné à ce moment-là. Ah, très bien. Et tu prends le compliment. Bah, C'est non, un compliment, moi, je trouve c'est-à-dire que c'est que t'es quand un même, peu son guide. c'est quand même l'aîné. Surtout, il a été très important. Nous, on n'était pas issus d'un milieu culturel, et c'est vrai que, en tout cas, il n'y avait pas de livre chez moi, et c'est vrai que mon frère, qui a 6 ans de plus, m'a beaucoup initié. Voilà. Ouais. Est-ce que tu es... Alors non, parce que j'avais une question sur le fait de travailler. Est-ce que l'inspiration vient plus facilement quand on travaille à deux et qu'il y a justement ce ping-pong qui fait alors que l'écriture est un ping-pong avec soi, souvent, qui peut être assez fatigant. Alors c'est pas forcément c'est pas forcément avec mon frère. C'est-à-dire que ce qui est passionnant d'ailleurs, c'est c'est magique de pouvoir finalement alterner 2 vies. Une vie où je suis seul avec mes romans, chez moi, en train d'écrire, seul avec mon inspiration d'une certaine manière, et l'incroyable chance de pouvoir avoir des moments de vie où je fais des films. Donc c'est une équipe, au-delà de mon frère, c'est 50 personnes. Et tout le monde peut avoir une inspiration. Oui, non, tu parlais de l'écriture, mais après sur un tournage... Ouais. Non, sur l'écriture, le fait que l'écriture, c'est ce qui fait sa beauté, mais sa difficulté, c'est qu'on est tout seul. Alors, sa beauté, parce que personne va dire c'est nul ce que tu fais, etc., et tu peux aller au bout de ce que tu as envie de faire, et en même temps, il n'y a pas d'alter ego, quoi. Enfin, sauf si tu fais lire chaque page à quelqu'un quand tu avances. Bien sûr, mais ça je l'ai vécu plusieurs fois, je le vis avec mon frère, je le vis aussi avec Jean-Paul Rouve, avec qui on est un duo, et c'est vrai que c'est génial de pouvoir se nourrir à deux l'un de l'autre, de faire un échange, un ping-pong, et on se stimule. Finalement, on va propulser l'inspiration de l'autre d'une certaine manière. Jean-Paul, c'est génial d'écrire avec lui parce qu'il c'est aussi un acteur. Donc dès qu'on écrit une scène, il commence à se mettre au milieu du salon, à tourner, à jouer tous les rôles. Et du coup, on a l'impression d'incarner finalement ce qu'on va filmer. Mais après, moi, j'adore l'idée que... D'ailleurs, j'en parle un petit peu puisque je parle du casting de Harry Potter. Et donc, le père du jeune garçon, il est accessoiriste. Et j'adore tous les métiers du cinéma. En fait, c'est un inventeur qui n'a rien inventé, c'est un inventeur raté, à part la cravate parapluie qui n'intéresse personne. Mais sinon, voilà, j'adore, je raconte un petit peu le tournage et j'adore tout ce qui est tous les métiers du cinéma. Et pour moi, c'est incroyablement inspirant de pouvoir travailler avec les acteurs, avec les musiciens, avec voilà, tous les gens qui font qu'on fait un film ensemble.
Mais toujours, tu parlais de lose tout à l'heure. Tu aimes Tu veux bien. revenir à mes échecs? Non, mais tu aimes bien. C'est vrai qu'un des fils et qui est extrêmement efficace, c'est celui qui n'aurait pas dû. Alors là, c'est celui qui aurait dû, qui n'a pas eu, mais ou celui qui n'aurait pas dû, qui se retrouve justement au centre du jeu. Là, tu parles de l'accessoiriste qui n'a rien inventé. Il y a toujours un petit. C'est ce qui rend aussi tes livres extrêmement touchants, émouvants, un intérêt pour ceux qui auraient dû être à l'extérieur du jeu et qui vont se retrouver au centre. Parce que c'est pareil pour Rouve dans le personnage des fantasmes. Ouais. Il veut être un grand photographe en fait. Ouais. Et un Oui, grand ça marche réalisateur. pas tout à fait. Et en Quoi. fait, tout ce qu'il fait, c'est filmer sa femme et ça va lui apporter en fait la célébrité. Oui, mais il le fait avec passion. Voilà. Moi, j'adore Avec les gens. gentillesse. Moi, j'adore les gens qui font vraiment follement, passionnément, peu importe ce qu'ils font, mais voilà, avoir une sorte de croyance totalement obsessionnelle de ce qu'on peut aimer, de ce qu'on peut aimer faire. Et lui, c'est le cas. C'est vrai qu'il pourrait être photographe, mais quand il filme sa femme, il le fait vraiment. Bon, bref, on va pas vous raconter, mais. Non, mais en on tout vous cas, a donné envie de le voir. Alors, je sais pas. J'ai le sentiment souvent que quand même. Au-delà de ces personnages-là qui peuvent être un peu déclassés ou en attente de quelque chose ou de d'un rêve, c'est quand même plus intéressant d'aller vers des personnages qui ont des fêlures, qui ont des difficultés, qui ont des épreuves. Moi, je sais que j'ai écrit récemment Vers la beauté, qui est un livre très très grave sur un homme qui quitte tout à un moment donné, qui est professeur aux Beaux-Arts à Lyon et qui va simplement devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Et pour se recomposer par la beauté et pour être face à cette consolation finalement que peut être toi qui as écrit un livre où tu es enfermé une nuit dans un musée, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui se passe quand on est comme ça en proximité avec les œuvres et avec la beauté. Avant de prendre quelques questions, si tu en es d'accord, Oui, bien sûr. j'ai une dernière question. Est-ce que tu as peur parfois de ne pas, justement, tu en as parlé tout à l'heure, de ne pas pouvoir renouveler ton inspiration? Est-ce que c'est un truc qui t'angoisse? De se dire que tu vas encore faire le même livre et t'en apercevoir. Tu seras le seul à t'en apercevoir, c'est ça qui est bien. C'est que pour les gens, c'est un nouveau livre. Est-ce que tu as peur de ça? Non, en fait, j'ai pas peur parce que je vais vous dire un truc assez bizarre. J'ai le sentiment que mon livre, il est derrière moi. Mon livre, c'est Charlotte. J'ai le sentiment d'avoir... D'ailleurs, j'ai pensé que j'allais arrêter d'écrire après ce livre. Et puis pendant un an, j'ai pas écrit. Et puis je racontais tout à l'heure que je suis tombé en lisant un livre de Villa Matas sur cette histoire de bibliothèque des livres refusés. Et voilà, l'inspiration est repartie. T'es inspiré par un autre écrivain, là, c'est marrant. Oui. C'est encore un aussi... Donc, mais j'ai pas peur de moins avoir... Bien sûr, j'ai toujours envie. Ça me rend très heureux que ces derniers livres marchent très bien, que les gens soient surpris, qu'on me suive. J'ai la chance d'être invité ici, de vous rencontrer, d'aller dîner à la petite maison après. Voilà, j'ai envie que cette vie-là continue, ça c'est certain. Il y a plein de choses comme ça, mais artistiquement, j'aurais aimé que mon dernier film soit mieux, plein de choses. Tout le monde, quand on crée, on a envie d'avoir des grandes idées, d'être reconnu, d'être formidable. C'est peut-être d'ailleurs le succès de Harry Potter, puisque c'est l'histoire d'un enfant qui est maltraité, qui est seul, et puis à un moment donné, on vient lui dire « mais tu es extraordinaire, tu as des pouvoirs, tout le monde t'attend, tout le monde t'aime ». Je pense que ça fait écho à ce fantasme-là. Mais moi, j'ai le sentiment... Alors peut-être parce que c'est lié à ma maladie ou je ne sais pas, j'essaie peut-être de voir ce que j'ai réussi dans ma vie et me rendre heureux de ça et pas d'être obsédé par ce que je pourrais avoir de mieux ou de différent, mais j'ai le sentiment très souvent que je ne pourrais pas, que j'ai mis 8 ans à écrire Charlotte en l'abandonnant, en le reprenant. C'est un livre que je pensais au début qui serait totalement confidentiel de par son sujet, de par la façon dont il a été écrit. Et c'est un livre qui a eu un destin incroyable et qui a permis comme ça de mettre la lumière. Évidemment, ici, c'est encore plus fort de se dire ça, mettre en lumière Charlotte Salomon. Et j'ai le sentiment qu'on m'en parle tout le temps de ce livre. Je reste toujours le président de la secte Charlotte Salomon. Et je continue à parler de ce livre, à défendre tous les projets autour d'elle. J'ai le sentiment que tout ce que j'ai fait après, je ne vais pas dire du tout que c'est mineur ou que c'est moins fort, mais que j'ai eu ce moment où j'ai été en phase. Je crois que c'est le plus important en fait quand on est en recherche d'inspiration ou qu'on crée. À un moment donné, je pense que j'étais en phase absolue avec mon sujet. En phase et en face d'ailleurs. En face, ouais. Et je suis pas sûr de
Donc vous avez un has-been très heureux devant vous ce soir. Non, on n'y croit pas. Non, on mais n'y je croit pense pas. que voilà, ouais, j'ai ce sentiment-là. Ouais, que le livre est fait. En fait, le livre, Oui. celui qui devait être fait a été Après, fait. je suis hyper content de ce il est livre-là. très Il a un réussi. accueil incroyable. D'ailleurs, tu le signeras, je le dis. Vous avez beaucoup de chance d'ailleurs, parce que tu vas le signer juste après. Avec grand plaisir. Voilà. Oui. Très Alors, on a peut-être le temps d'avoir oui, une ou de deux questions. prendre une ou deux questions. Si vous avez de l'inspiration. pas. Oui, alors, allez-y. Moi, j'aimerais vous en poser une également. Madame. Non, je peux parler très fort malgré le masque. Je voudrais vous poser une question un peu indiscrète. Quel écolier avez-vous été? Comment s'est passée votre jeunesse? Vous m'avez fait peur avec le mot indiscret. Ça va, il n'y a rien de... y a Merci, rien madame. Alors, j'étais pas du tout... Alors moi, je disais tout à l'heure, j'étais pas du tout issu d'un milieu culturel. Même si j'avais une chance incroyable, c'est que ma mère travaillait Air France, donc on voyageait. Et c'est aussi une forme de culture, d'ouverture sur le monde. Mais après, pas de cinéma, pas de livres, très peu de culture finalement. Et donc, j'étais un écolier très, introverti, plutôt discret, plutôt timide. Pas du tout à l'aise avec son physique. Bref, assez dépressif d'une manière très précoce. Donc ça va beaucoup mieux maintenant. Et au niveau scolaire, non, j'étais quelqu'un qui... voilà. J'ai pas les études brillantes de Christophe Onondibio. Non, voilà. Et je me rattrape maintenant, je viens au centre universitaire de... Voilà. Bah attends, Méditerranée. Ah bah bien sûr. Non, présidé mais maintenant, par Paul Valéry. quand Maintenant, même. j'ai atteint... Voilà. Tu pourras même visiter le bureau et t'asseoir à la place de Paul Valéry. Et ben avec plaisir. Ah ouais. Et Alors- un autre livre va surgir. Le fait d'être à Peut-être. la place de Paul Bah, Valéry. bien sûr. Moi, j'ai envie peut-être de vous poser une question, si vous m'y autorisez. Indiscrète ou C'est pas? Quel est en fait, quel a été l'impact du succès? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ressent du stress par rapport au prochain livre? Est-ce qu'on ressent de l'euphorie? Ce sont aussi des réactions que l'on aborde ici. Est-ce qu'on a peur finalement de ne pas écrire un livre qui sera aussi bon? C'est marrant parce que c'est vrai que c'est un peu un des sujets du livre. Parce qu'on parle de la difficulté de l'échec, mais ce qui est intéressant, c'est que toute situation, d'un point de vue où on la regarde, quand on est au on sommet. peut développer un regard relatif à chaque situation. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, sans dévoiler la fin du livre, mais... Non, mais c'est vous. oui, vraiment, mais je vais vous. venir sur moi, je vais répondre. Hein. Mais la difficulté que peut représenter le succès pour Daniel Radcliffe, c'est quelqu'un que tout le monde appelle Harry depuis 20 ans. Il faut imaginer que ça a été un adolescent qui ne peut pas sortir dans la rue, pas avoir une vie normale. Évidemment... Enfin, il est moins à plaindre que Martin Hill. Oui, et je ne compare pas le succès de Daniel Radcliffe au mien. Mais moi, je trouve que toute situation a sa problématique. C'est-à-dire que le succès, pour moi, dans ma vie, a pas toujours été joyeux. Voilà, je ne veux pas raconter comment, pourquoi, ça serait trop long. Mais ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué d'être subitement numéro 1 des ventes pendant 1 an et demi, dans un pays comme la France où parfois le succès est compliqué. Moi, rapidement, mais moi j'étais un auteur Gallimard, j'ai eu plein de prix littéraires, j'avais une presse extraordinaire. La délicatesse, c'est un livre, quand il sort en 2009, il est sur le Goncourt, le Renaudot, le Médicis, le Femina, l'Interallié, sur toutes les listes. C'est-à-dire que j'ai une cote littéraire très forte. Et après, je vends 1,5 million de livres, et parfois les mêmes qui jugeaient ce livre comme un bijou littéraire, incroyablement, qui était sur toutes les listes de prix, ont eu beaucoup de mépris pour ce livre. Donc voilà, ce serait long à raconter toutes les conséquences parfois du succès. Mais ça, je pense qu'on peut chacun le vivre sans avoir un succès médiatique dans nos vies. Merci beaucoup. Une dernière question? Oui, là. Merci, bonjour. On a beaucoup parlé de l'inspiration, c'est-à-dire de la trame des histoires. Moi, ce qui me frappe dans votre œuvre, c'est la qualité de l'expression des émotions. Bon, je ne suis pas critique littéraire. Vous devriez, ça serait sympa. Quand, par exemple, dans Charlotte, vous avez fait un choix stylistique un peu particulier, donc vous avez des phrases courtes, et elles sont, me semble-t-il, très justes. Quelle est la part de travail dans tout ça ? Combien de fois vous devez revenir sur les phrases pour que ça soit quelque chose qui
qui parle. Vous disiez Jean-Paul Rouve, il fait l'acteur, etc., c'est son métier. Vous, comment vous faites pour vous représenter les émotions et savoir les décrire d'une façon aussi aiguë, pointue, pertinente, me semble-t-il? Je vous remercie beaucoup, monsieur. Bon, Charlotte, c'est vraiment à part de tout ce que j'ai pu faire par ailleurs, parce que c'est un travail assez colossal, parce que je raconte dans le livre Charlotte, ça raconte toute l'histoire de Charlotte Salomon. Parfois, les gens me demandent si j'ai inventé des choses, mais non, tout ce que je raconte est vrai. C'est vrai que c'est une vie incroyable, mais ça raconte aussi pourquoi elle me touche autant, et ça raconte le laboratoire d'écriture du livre. Et je raconte que j'ai mis 8 ans pour écrire ce livre, et qu'à un moment donné, j'ai compris qu'en allant à la ligne, j'arrivais à respirer dans sa vie et à pouvoir, à pouvoir m'approcher et mettre des mots sur mon admiration pour elle. Mais à partir du moment où j'ai décidé ça, c'est vrai que la particularité de ce livre, c'est que j'ai mis 2 ans à réécrire le livre, parce que j'ai pris cette contrainte-là d'écrire qu'une seule phrase par ligne. Donc c'est un livre qui est écrit seulement avec 87 signes maximum par phrase, puisque j'avais vu avec la maquette de Gallimard pour savoir comment faire pour écrire un livre avec une seule phrase par... Donc en plus avec la problématique de se dire chaque phrase étant finalement visible par le lecteur d'une manière encore plus soulignée, puisqu'elle se dégage. La peur de faire des phrases trop grandiloquentes, des aphorismes qui peuvent tomber à plat. Donc ça a été un travail assez titanesque en fait, ce livre-là, qui a été obsessionnel pendant 2 ans. Après sur les autres livres, c'est vrai que bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai une grande excitation narrative, j'ai envie de raconter une histoire, j'ai envie que le lecteur ait envie de suivre cette histoire, mais mon obsession principale, elle reste dans la langue, dans la réécriture, les longs mois où après on essaie de trouver un rythme à chaque phrase, et la recherche des images émotionnelles. Oui. Merci. Une dernière question. Là, ce sera la dernière. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Ma question est sur un commentaire que vous venez de faire, ça fait quelques minutes, sur comment vous gérez la tension entre la jubilation d'un moment avec le génie de votre idée, de votre inspiration, et la dépression le lendemain parce que vous vous rendez compte qu'elle est nulle. Enfin, nul. Bon. En fait, La question est directe. Je parle de mes expériences. Okay? Ah voilà, quelqu'un qui veut me remonter le moral, quoi. En fait, je n'ai pas lu vos livres, et je ne suis pas français, comme vous avez sans doute compris. Vous êtes espagnol? Grec. Ah, grec? Ouais. Un compatriote qui n'a pas lu mes livres. Oui, je viens de venir en France. Mais je vous promets, parce que surtout, ça m'intéresse beaucoup les commentaires pour vos expressions des émotions. Oui. Et c'est justement ça, l'expression pendant qu'on écrit, pendant le processus de l'écriture. Cette doute et cette fascination, cette certitude d'un côté, et cette soif d'être lu par tout le monde, d'être reconnu, et cette peur qu'on va être humilié devant tout le monde. Est-ce que vous sentez de tout ça, et cette tension, et comment vous le gérez? Merci. Très clair. Oui, c'est une sorte de sadomasochisme en fait. Ouais, c'est une question grecque. Non, mais moi, c'est vrai que je cherche tout le temps les images en fait. C'est-à-dire que je vais juste raconter une petite anecdote du livre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, ses parents divorcent à ce jeune garçon, et il va tous les week-ends retrouver sa mère à Paris, et il prend l'Eurostar, et son père lui prépare un sandwich en fait tous les vendredis soirs, et il décide je me dis comment raconter finalement parfois avec certaines images, je sais pas, la beauté du sentiment, des émotions, davantage que parfois par les mots même. Et c'est vrai qu'il va garder tous les papiers d'aluminium que son père peut faire en faisant les sandwichs, et plus tard sa mère va retrouver cette collection émotionnelle un peu particulière, quoi. Et donc je cherche toujours en fait des idées qui peuvent raconter beaucoup de choses à travers un détail. Et d'ailleurs c'est très marrant ça, parce que mon livre a été lu beaucoup par les fans de Harry Potter, enfin certains. J'ai même fait des interviews pour la Gazette du Sorcier, et voilà, et d'autres Wiki Harry. C'est l'autre nom de Neuroplanète. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est incroyable ce que vous avez écrit là, c'est totalement une référence au personnage de Neville dans le tome 4. Évidemment, moi, je n'avais jamais lu, je ne connais pas du tout. Donc je dis, bien sûr, évidemment, c'est une référence. En fait, c'est un personnage qui garde tous les papiers de bonbons pour ceux qui ont lu Harry Potter, voilà. Mais parfois, voilà, c'est au-delà, il y a la langue, mais il y a aussi le sentiment d'aller chercher la particularité d'une chose.
puisque finalement... Qui voilà. n'était pas vécu, l'histoire Non, pas du tout. de l'aluminium et tout ça. Non, pas du c'est tout. Non, jamais. Merci. Écoutez, merci. Formidable. On vous Donc David, applaudit. il Merci, est là merci à rien vous que deux. pour vous. À la librairie là, et il en reste que 20 quoi. Oui. Ouais. Mais merci à vous. Et c'est vraiment Merci. bien. Merci à tous les Voilà. deux, merci au point, merci à... Mais on merci peut à vous vous, applaudir David. tous les deux. C'était un échange absolument Merci beaucoup. passionnant. Merci beaucoup. Et donc, quant à moi, je vous dis à demain donc, pour cette deuxième journée de Neuroplanète. Et on se retrouve donc dès 10h avec, là encore, de très belles images du cerveau. Très bonne soirée à tous et à demain.